Jamie, 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 ouh, c'est l'heure, réveille-toi marmotte, ouh. Passons à une autre méthode. Quoi, Freda, il est 1h. C'est quoi? Non, Jamie, il est 14h. On a une mission à préparer. Vite, on va être en retard. Oh non, mon réveil est cassé, il n'a pas sonné. Bon, bah là, on est vraiment cuit. On peut aller en chercher un autre. Et les amis, vous faites un barbecue et vous nous avez même pas invités, c'est pas cool. Mais non, Sabina, c'est le réveil de Jamie qui est cassé. Vous voulez un réveil? Venez à Morteau, c'est la spécialité, on y est justement. Bon, allez Marcel, fais chauffer la braise. Non, le moteur, on va à Morteau. Nous sommes dans le massif du Jura, dans le département du Doubs. Et derrière moi se trouve le musée de l'horlogerie dans la ville de Morteau. Allez, viens, Jamie, suis-moi. Alors, le massif du Jura. Jamie, ton bonnet. Oups, pardon. Alors, mon bonnet, le massif du Jura est une chaîne montagneuse dans l'est de la France. Le département du Doubs est ici. Quant à Morteau, c'est là. Donc ici, sur cette carte. Morteau est une ville de 9400 habitants, particulièrement réputée pour la célèbre saucisse de Morteau, mais aussi pour son horlogerie. C'est donc naturellement que s'est implanté dans cette ville un musée dédié à l'horlogerie. Les premiers à être préoccupés de la division du jour et en unité de la nuit sont les Égyptiens. La première période divisée en heures fut la nuit. Vers 2100 avant notre ère, il fut décidé de conserver de l'observation de 12 décans en cours de la nuit. Celle-ci fut ainsi divisée en 12 parties qui furent maintenant toute l'année. 6 siècles plus tard, les textes indiquant une division du jour également en 12 heures, sans doute par symétrie avec la nuit. Le système de la numération babylonien est hexagésimal. La division de l'heure et de la minute a repris ce système. Ainsi, l'heure est divisée en 60 minutes et la minute en 60 secondes. 60 est un nombre qui a la particularité d'un grand nombre de diviseurs entiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60. Ce qui facilite les calculs astronomiques. Alors, les Égyptiens utilisaient ce que l'on appelle un nomos. C'est un bâton fixé dans le sol et qui va projeter son ombre sur le sol. Observons de façon précise comment cela fonctionne. Marcel, baisse la lumière et allume le soleil. Alors, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Observons de façon précise comment cela fonctionne. Puis est apparu le cadran solaire et considéré le fait de la simplicité
comme l'un des tout premiers objets utilisés par l'homme pour mesurer l'écoulement du temps. Les premiers anciens modèles connus, simples cadrans de hauteur, ont été trouvés en Égypte. Les cadrans solaires reposent sur le même principe que les gnomons, mais cette fois-ci, une pièce va projeter son nom sur un cadran où seront indiquées les heures de la journée. Marcel baisse la lumière et allume le soleil. Donc, observons de façon précise comment cela fonctionne. Mais dis-moi, Jamie, on peut utiliser ces cadrans tous les jours? Eh bien non. Les Romains ont mis au point un cadran lunaire qui utilise la lumière secondaire réfléchie par la Lune. Tout ça, c'est très joli, mais pas très précis. L'homme a donc dû inventer des systèmes pour mesurer le temps de façon un peu plus précise. Le sablier n'est qu'un exemple. Les Grecs, au 5e siècle avant notre ère, sous Périclès, avaient déjà compris l'importance du temps de parole agora, l'ancêtre du Parlement. Et les historiens considèrent les Grecs comme l'inventeur de la clepsydre, même si on les a retrouvés en Égypte. Les clepsydres se présentent sous la forme de bols avec un trou à leur point le plus bas, permettant l'écoulement de l'eau. Et c'est ainsi, grâce aux graduations à l'intérieur des bols, que le temps écoulé est déterminé. On a pu remarquer qu'au fur et à mesure que le bol supérieur se vidait, le débit faiblissait. Car, en fait, la puissance exercée contre l'eau qui s'est exercée était de plus en plus faible. Alors, cela a obligé les Grecs à faire des graduations non régulières ou à utiliser des bols coniques. Et les sabliers dans tout ça? On constate l'utilisation du sablier dès le Xe siècle autrefois. Il était utilisé dans les bateaux pour mesurer le temps par demi-heure. Les marins qui ont abrégé leur quart retournaient l'ampoule avant qu'elle ne soit complètement vide. Ils mangeaient du sable. C'est bien beau tout ça, mais moi j'ai rien compris. Une petite explication? Le sablier est quelque chose de très très pratique, ce qui permettait en général d'avoir de l'heure pendant 3 à 5 minutes. Le sablier était initialement fabriqué par 2 bulles ou ampoules de verre reliées par un tuyau fin qui était placé l'une sur l'autre. Celle d'au-dessus était remplie par du sable fin et qui, grâce à la gravité, coulait régulièrement dans l'eau. En règle générale, les sabliers communs écoulent leur sable en 1 à 5 minutes. Une utilisation commune en cuisine est le contrôle de la cuisson des œufs à la coque de 3 minutes. Les Égyptiens, les Romains, les marins, les Grecs, c'est bien beau. Mais sont-ils les seuls à avoir cherché à mesurer le temps? Dis donc, Jamie, tu pourrais pas nous faire un petit récapitulatif? Parce que là, je me mêle un peu les aiguilles, les pinceaux. Entre moins 2000 et moins 3000 apparaissent les premières horloges à ombre en Égypte. Aux environs de moins 1500, il y a Stonehenge en Angleterre. Puis en moins 1360, les horloges à eau, on peut les voir en Égypte. En moins 800, les premiers cadrans solaires arrivent. En moins 500, c'est l'apogée d'Athènes. En 1500, les horloges de poche arrivent. En 1657, il y a la première pendule de Huygens. En 1790, les montres à bracelet font leur apparition aussi. En 1929, la première horloge à quartz. Et en 1948, la première horloge atomique.
au musée. Derrière moi se trouvent les outils permettant de décorer les montres à gousset. À toutes les époques, les hommes ont cherché à mesurer le temps et voyons quelques façons. Tout d'abord, il y avait les bougies graduées comme ça. Hein. Avec le bobineur, je vous descendais pour voir. Les premières horloges avant les horloges à balancier, ça s'appelait des folios, c'est ça, les folios. Dans les carrosses, on plaçait ces horloges-là, avec des petites chaînes de tous les côtés, pour, quand le carrosse démarre ou quand il arrive, pour compter le temps de la vitesse. Dans la marine, vous avez des sabliers comme ça, qui tournaient toutes les heures. Hein. Ça, c'est un... Celui qui a fait ça, Charles Voisin, il est mort en 1760, tu vois. Là, c'est un ressort hélicoïdal, comme on appelle. Ça, c'est une horloge à combustion. Et c'est le niveau de l'huile qui vous donne l'heure qu'il est. Hein. Alors, on va remonter ce ressort. Il faut que le ressort est un peu remonté, ça fait tourner les roues d'un côté de l'autre, et arriver à l'encre. La petite pièce qui fait du bruit, c'est l'encre, c'est ça. La pièce intermédiaire entre l'orage et le balancier. Pour cette encre, elle envoie le balancier, ça s'appelle un balancier, hein, ça qui fait. Elle envoie le balancier d'un côté, dessus il y a un spirale, vous voyez le petit ressort là. Si vous le ramenez, l'encre elle le renvoie de l'autre côté. On a comme ça 18 000 vibrations dans une heure. Hein. Ah, le point de réglage est donné par le point de réglage. Si on veut faire retarder une montre comme celle-ci, on pousse ça à gauche. Ça veut dire qu'on augmente la longueur du spirale. Plus le spirale est long, plus le balancier va loin, plus il met de temps, ça fait du retard. On fait l'inverse, on raccourcit le spirale, ça va moins loin, moins de temps, on a fait de l'avance. Dans les montres mécaniques, on met des rubis, vous voyez, les coussinets rouges. On met des rubis parce que les pivots des roues tournent à l'intérieur et c'est pour éviter la déformation des trous. Une pierre, c'est tellement dur, ça ne s'use pas. Dans une montre mécanique, il y a 15 points de frottement importants, donc il y a 15 rubis. D'accord? Alors, des montres automatiques, c'est comme la mienne. Chaque fois que je fais ça, il y a un rotor, il y a un contrepoids dans la montre comme ça. Chaque fois que je fais ça, ça fait tourner un rotor qui remonte le ressort tout seul. Là, on se monte, on monte un remontage automatique. Hein? Donc, on n'a pas besoin de pile, on n'a pas besoin de... On fabrique beaucoup de montres comme celle-ci maintenant. Voilà. Voilà, au lieu d'avoir des ressorts, comme je vous ai montré sur la petite montre, c'est un poids, ça, vous voyez. Il y a un câble et ça va tirer sur les barrières, ça va faire tous les lignes. On va dire à l'échappement. L'échappement, il est différent. Une petite balance, c'est pareil. Hein, voilà. Ça se passait dans les clochers. Clochers de morceaux notamment. Maintenant, on met le moteur électrique. Et voilà. Et au-dessus des horloges de clocher, il y avait une cloche, comme ça, qui sonnait les heures. Hein, voilà. On a mis l'ensemble, on a reconstitué. Voilà. Vous voyez, même pour être dans un clocher, vous avez des belles choses, c'est bien tamponné, c'est bien décoré. Hein, où personne n'y va dans les clochers. Et voilà. On trouve des beaux objets comme ça, des belles mécaniques comme ça dans les clochers. C'était fait dans le Jura, à Morbier généralement, ou à Morée. Et là, elle a été construite à Morée. Hein. Pas jet. Voilà. Alors, j'en ai une autre qui est un peu moins genre, parce que celle-là, elle avait été construite au Mans. Elle a été placée à Granville, parce que Granville, il y avait une bijouterie où le cadran était contre la maison, c'est celui-là que vous voyez là. Hein. Alors comme je n'ai pas pu l'installer, on a fait un autre cadran dans cette horloge, voilà. Voilà, c'est une petite horloge qu'on met dans les mairies ou dans les maisons de l'hiver. Hein, c'est des petits mouvements, c'est très joli aussi. Hein, c'était fait en 1850 aussi, vous voyez. Là aussi, une belle petite horloge. Oui, c'est très joli. Hein, il y a une belle finition, c'est pour les où sont produits, c'est très joli. Voilà. Un ensemble d'horloges de clocher ou d'édifices, hein, voilà un petit peu. Il y en a les plus anciennes, mais enfin c'est les plus belles, celles-là, hein, d'accord? Mais, Jamy, comment ça marche une horloge mécanique? L'horloge mécanique fonctionne grâce à des poids qui fournissent une force motrice, l'échappement qui déplace le mouvement des poids jusqu'au folio qui est un balancier qui régule la vitesse. Et enfin les engrenages pour déplacer le mouvement jusqu'aux aiguilles. Le cadran des premières horloges était mobile, avec un index qui pouvait montrer l'heure. Regarde, Jamy, j'ai une montre à quartz. Tu sais comment ça fonctionne? Bien sûr. Pierre Curie a découvert l'effet piézoélectrique du quartz. Celui-ci possède la capacité de générer des charges électriques lorsqu'il subit des chocs à sa surface. Donc, cette capacité lui fait de lui une pierre intéressante dans la construction d'une horloge. Son fonctionnement est simple.
un choc sur le quartz engendre une vibration que l'on appelle vibration mécanique, ce qui permet de faire tourner les engrenages afin de faire tourner les lignes. Action. Ah d'accord, mais il faut aussi préciser que le quartz a aussi des inconvénients. Par exemple, la fréquence des oscillations n'est stable que si le quartz conserve sa dimension. Il faut donc lutter contre les phénomènes de dilatation en isolant le cristal. Tout à fait, Sabine. C'est pour cela qu'il n'est tout d'abord que conservé dans une horloge et plus tard dans une montre. Néanmoins, la précision obtenue est 10 fois plus grande que celle de la meilleure des montres mécaniques qui fut inventée précédemment. 1 seconde de retard en 6 ans. Bon, c'est bien beau tout ça, mais je commence à m'ennuyer. Je vais rejoindre les filles au musée pour voir comment ça fonctionne. Aujourd'hui, tout le monde a une montre au poignet. Les téléphones ont tous une fonction d'horloge. Il est donc naturel de se demander quel est l'impact du temps sur nos vies. Le temps a un impact considérable sur nos vies. Voici une horloge astronomique. Regardez ce qu'elle nous dit. Elle a été construite en 1885 à Mout par un horloger paysan. Jadis, les horlogers étaient paysans. Elle est partie d'une horloge compost, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Il a mis les jours, il a mis les jours de la semaine, il a mis les mois. Arrêtez, c'est du zodiaque. Il a mis le soleil à midi au centre, l'après-midi descend. Lever du soleil, coucher du soleil. La nuit, c'est une étoile qui passe là. L'hiver, les jours étant plus courts, il y a un astrolabe ici. Il va réduire le parcours du soleil. Sur la chaînette, vous avez 29 lunes avec lever et coucher de la lune. Au centre, vous avez 12 personnages, ce sont 12 apôtres de l'histoire qui se pleurent au passage. Dans la sphère, vous avez le jour à vie. Là, ce sont les 16 ans. Jusqu'au 21 septembre, où les portes s'ouvriront et l'automne qui est derrière se mettra devant. Ça fait un tour par an. Au-dessus, à droite, vous avez l'heure solaire. Sur les canons d'acier, vous avez le jour du mois, le jour de l'année. Et le disque rond là, c'est les années. Un tour par celle-là. De l'autre côté, ce sont les heures adultes, 6 h du matin, midi, 6 h du soir, dans le cadran qui fait un tour sur 24 heures. Alors, je vais d'abord vous faire sonner les heures adultes, si vous voulez. Chaque apôtre a son heure dans sa sur une cloche. Vous voyez, dans le temps, les gens ne faisaient pas de grandes études, mais ils étaient très passionnés par leur métier. Voilà, ils arrivaient à force de travail. Il a mis je ne sais combien de temps, peut-être 10 ans ou 15 ans pour la construire. Parce que toutes ces horloges astronomiques, ils ne comptaient pas le temps. C'est une passion, voilà. Et bien, quand on est passionné, on arrive à faire des choses comme ça. Voilà, cette horloge astronomique a été construite il l'a fini en 2004, c'est pas très ancien. Quand il était jeune, il habitait à Célestat, c'est une ville tout près de Strasbourg. Et tous les dimanches, il allait voir l'horloge de la cathédrale de Strasbourg. Il disait à son père, papa, quand je serai grand, j'en veux faire une. Ben voilà ce qu'il a fait. Le basique, c'est une horloge de clocher. Il a ajouté tout ce que vous voyez autour. Par exemple, le compte religieux, c'est les fêtes mobiles de l'année. Les fêtes religieuses sont basées sur la Lune. Et la Lune, elle revient à son même point tous les 18 ans. Il y a des années bissextiles. Donc, les fêtes religieuses ne sont jamais à la même date. Il a mis les jours de la semaine. Le lundi, c'est Lune, le mardi, c'est Mars, le mercredi, c'est chaque jour de la semaine. Les heures, c'est les 2 heures été-hiver. Et la roue bleue, c'est l'excentricité de la Terre. La Terre est coupée sur une très mal ronde. Elle va faire un tour tous les 25 810 ans. Regarde. Ici, c'était la Lune, elle est cachée, on ne la voit pas, elle va bientôt remonter. Ici, c'est les 4 saisons avec les nains. Là, c'est le système solaire d'après Copernic. Vous avez exactement ce tableau à Strasbourg. Vous voyez, vous avez le soleil est au centre. Là, par exemple, vous avez la Terre et la Lune qui tournent autour. Hein. C'est les 7 planètes principales du système solaire qu'on retrouve à Strasbourg. De ce côté ici, vous avez la durée du jour et de la nuit. Vous voyez, là, c'est l'équation d'écart. Il y a 20 minutes d'écart entre le printemps et l'automne, c'est calculé là-dessus. Mais dis donc, amis, on a vu tous les types d'horloges, sauf l'horloge atomique. Comment ça marche? Il faut savoir que la matière est constituée d'atomes, qui sont des noyaux avec des électrons qui gravitent autour. Cet atome de césium possède 133 électrons.
C'est pour cela que l'on appelle le césium centrale. Une enceinte chauffée contenant des atomes de césium permet de créer des jets d'atomes. Seuls les atomes correspondant à l'état énergétique de départ sont conservés. Dans notre cas, la fréquence de l'oscillateur à quartz est de 9 192 631 770 Hz. Cette valeur exacte définit la seconde. Nous avons donc 9 192 631 770 périodes de césium par seconde. Qu'est-ce qui se passe encore? Un réveil grillé? Non, cette fois on fait un barbecue, un vrai. Vous avez pensé à la saucisse de Morteau? Nous, on a plein de réveils à griller. Tiens, Johnny, tu n'as que l'endroit du choix. Tac tac, c'est le là. Non, Freda. Pas toc toc. Tic tac. Le cadran fixe dans notre cas, Coupez. les clepsydres sous la forme de deux bols avec un trou. On a pu remarquer que, au fur et à mesure que le bol se vidait, donc le bol vertical, on a pu remarquer que, au fur et à mesure que le bol supérieur se vidait, le débit